Sunday Night Production. L'UTMB vient de se terminer et on débriefe cette course de dingue avec Adrien, puis on reçoit Mathieu Blanchard et Alix pour recueillir leurs premières impressions. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir ici à Chamonix dans la capitale mondiale du trail à l'occasion de l'UTMB et du lancement de la saison 6 de Dans la tête d'un coureur. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va décortiquer ensemble les moments forts de cette édition anniversaire de l'UTMB. Puis en deuxième partie d'émission, préparez-vous à une rencontre exclusive avec l'un des plus grands noms de l'ultra trail du monde, Mathieu Blanchard, qui sera en plus accompagné d'Alix, l'aventurière qui s'est occupée entre autres de ces ravitaillements. Bref, vous l'avez compris, cet épisode s'annonce d'ores et déjà exceptionnel. Et pour commencer l'émission, qui de mieux qu'Adrien Séguré pour analyser avec nous, débriefer cette course. Il est entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France de trail et il a vécu l'UTMB de l'intérieur pour nous et pour ses athlètes. Salut Adrien, comment tu vas ? Pas trop fatigué après cette semaine de, on peut le dire, de folie ? Salut Guillaume et bonjour à tous. Oui, c'est vrai que je suis un peu... On l'entend à ta voix. Je suis un peu en fin de semaine là, ouais. On a passé les journées et toutes les nuits dehors avec les athlètes et c'est... Voilà, la petite nuit de samedi soir a fait du bien, mais ça n'a pas tout réparé encore. Bon, promis, je te libère tôt, comme ça tu pourras aller très vite rejoindre ton canapé ou ton lit pour te reposer. Bon, ça valait le coup, parce qu'on a quand même vécu une édition 20e anniversaire assez dingue. L'UTMB, là plus que jamais, je pense, cette année c'était complètement fou. Je pense que cette année, vraiment l'UTMB s'est positionné comme étant la référence mondiale en matière de trail. La ville de Chamonix, elle était en ébullition avec une mobilisation massive d'athlètes, de spectateurs, de médias et puis bien sûr des marques. Alors là, les marques, elles étaient quasiment toutes présentes sur Chamonix durant la semaine de l'UTMB. Penses-tu que cet anniversaire de l'UTMB marque peut-être plus que jamais l'entrée du trail dans une nouvelle ère et qu'il y aura peut-être un avant et un après ? Parce que cette année, j'ai l'impression que c'était complètement dingue. Oui, alors du coup, c'est vrai que si on voit côté sportif, ça a été une très belle édition. Mais comme souvent quand même, à l'UTMB, on est rarement déçus. Après, je pense que oui, tous les ans, on se dit un petit peu toujours plus au niveau extra-sportif. Mais là, cette année, j'ai vraiment l'impression que ça a pris une ampleur vraiment énorme en fait. Et on voit tout ce qu'on fait, tout ce que faisaient un petit peu les marques. J'avais l'impression que tout avait... un curseur un peu comme sur Strava, quoi. C'était celui qui en faisait le plus et il y avait le com de chaque marque, quoi. C'était vraiment ils se sont regardés beaucoup, je pense, pendant la semaine et c'était toujours celui qui avait la plus grosse soirée, celui qui avait les plus beaux locaux, celui qui avait c'était un peu ça a pris une tournure un peu bizarre cette année. Un peu too much, quoi. Un peu too much, ouais. Bon, on demandera à Manu du site One Run qui a fait toutes les soirées de l'UTMB de nous dire un peu laquelle était la plus grande. Mais c'est vrai que ça pose des questions parce que, bon, Chamonix, c'est une petite ville, on va pas se mentir. Là, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, après, il faudrait voir avec la collectivité, les organisateurs, mais qu'on arrive presque à saturation. Ça devient compliqué de se loger pour les athlètes. Les prix, c'est extrêmement cher. La restauration, se nourrir sur place aussi, ça coûte un sacré budget. Nous-mêmes, dans le podcast, on a c'est des budgets qui explosent et on a besoin de partenaires aussi pour supporter ces investissements. Et du coup, ça vient aussi rajouter un peu des activations. Mais la question se pose, jusqu'où on va aller ? J'imagine que pour les athlètes aussi, c'est de la pression en plus. Même si cette année, j'ai l'impression qu'ils ont été quand même un peu préservés, que les marques, finalement, peut-être un peu appris aussi des erreurs du passé et les ont un peu moins sollicités. Les journalistes aussi ont plus joué le jeu à faire attention, à respecter le temps de récupération, le temps de concentration des athlètes. Je pense que l'an dernier, ça a été... ils ont beaucoup appris de l'an dernier, où l'an dernier, il y a eu beaucoup d'activations avec athlètes. Moi, en tant qu'entraîneur aussi de pas mal d'athlètes, en fait, je me suis un peu pris la tête des fois avec certaines marques, en fait, parce que j'ai des athlètes qui courent pour différentes marques, sur justement préserver les athlètes avant la course, parce que c'est pas en leur faisant faire 50 activations que l'on préserve un athlète.
Donc là, moi j'ai des athlètes qui sont arrivés au tout dernier moment, même pour la CCC, j'en ai qui ont dormi directement à Courmayeur, qui ne sont même pas passés à Chamonix et qui ont beaucoup mieux vécu leur événement. Donc ça, je pense qu'ils l'ont intégré. Donc il y a eu des erreurs de fait l'an dernier. Bien sûr, ce sont des gens intelligents, ils l'ont vraiment intégré pour cette année et les résultats de ces équipementiers-là, ça s'est fait sentir de suite. Ils ont beaucoup mieux marché. Donc ça a été très bien. Je pense que maintenant, l'objectif de l'UTMB, des organisateurs, va sûrement être, parce que là, ils maîtrisent vraiment le côté sportif, vraiment être de maîtriser en fait le côté extra-sportif. En fait, vraiment le flux de visiteurs, le flux de voitures, tout ce genre de choses. C'est un vrai enjeu à mon avis. Je pense que c'est là où justement il va falloir qu'ils soient vraiment bons, parce qu'ils vont avoir aussi justement, et ils ont, je pense, déjà beaucoup de retours, même avec tout ce qui peut être institution locale aussi, je pense, par rapport à ça. Et je pense que c'est là où il va falloir qu'ils appuient vraiment pour pouvoir continuer à faire progresser dans le bon sens cet événement. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a l'expérience aussi des participants, des coureurs, des accompagnants qui doit... faut quand même, c'est beaucoup de stress aussi, je sais, pour les accompagnants. Même les coureurs, finalement, je ne vais pas dire que les coureurs ne prennent pas de plaisir, mais c'est souvent quand même une course où les enjeux sont tels que des fois c'est un peu compliqué émotionnellement de venir ici, et c'est pour ça que certains font aussi l'impasse. Après, les organisateurs de l'UTMB subissent aussi, parce que j'imagine de voir des chalets de marques non partenaires qui viennent un peu préempter l'univers, ça rajoute aussi, et je pense qu'eux, ils préféraient pas forcément que ces marques viennent et qu'ils le subissent, mais c'est vrai que il faut pas que ça devienne non plus le trail, un sport qui est réservé qu'à certains. Avec les prix, ça devient de plus en plus cher. Si ça finit comme le tennis, le golf ou ce genre de choses, il faut maîtriser quand même les coûts. Là, on a vu des Ferrari, des Lamborghini dans les rues de Chamonix. C'était quand même assez impressionnant de voir ça. En tout cas, c'est vrai que le trail grandit à une vitesse folle. Certains pensent que les petits événements de trail ont un peu ce côté pur, tandis que les gros, c'est du business, ça perd un peu leur âme. Bon, on va être honnête, parce qu'il ne faut pas non plus être démagogique. Je pense à titre personnel, en tout cas, qu'on a besoin d'événements magiques, un peu comme l'UTMB. On n'est pas là pour dire que c'est une mauvaise chose, et il faut comme ça des locomotives. Mais il faut aussi que les athlètes puissent vivre, parce qu'il y a une économie. On sait que toi, tu sais très bien avec l'équipe de France, il y a des athlètes des fois qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc c'est important qu'il y ait une économie, qu'il y ait des moteurs. Et pour le coup, on ne peut pas enlever à l'équipe de l'UTMB d'incarner ce moteur. Mais il faut être raisonnable. Selon toi, comment faire pour que le trail s'agrandisse, continue un peu cette croissance, mais de manière peut-être plus saine, plus équilibrée, tout en gardant son charme et son authenticité, et pas tomber dans des extrêmes? Ouais, je pense qu'après, comme tu dis, en fait, on est obligé d'avoir des partenaires, on est obligé d'avoir tout ce qui peut être sponsoring pour pouvoir faire vivre les événements, parce que c'est un gros budget, un événement. Quand on pense à tout ce qui peut, au niveau organisation, secours, tout, on rentre dans des budgets qui sont énormes en fait, et ces organisateurs, associations ou entreprises ont besoin vraiment de vivre, tout comme les athlètes. Et c'est vrai que du coup, les athlètes, certains rêvent de venir ici. Il ne faut pas se le cacher. D'autres sont obligés de venir ici. Ça fait partie des contrats maintenant sur les athlètes, d'une certaine obligation de venir courir les courses de l'UTMB. Donc ça, il faut être lucide aussi. Donc c'est vraiment un gros événement. Et les athlètes, en fait, sur leur contrat, justement, quand ils sont qu'ils doivent venir ici, donc ils se le mettent vraiment un objectif, c'est grâce à leurs partenaires qu'ils peuvent vivre, en fait. Donc du coup, un athlète qui travaille 35 ou 50 heures par semaine, qui a une vie de famille et qui doit s'entraîner pour pouvoir venir gagner un UTMB, ça devient très très complexe. Donc forcément, ils ont besoin de leur partenaire pour vivre, comme tout job en fait. C'est un job, c'est comme un cycliste est payé par son équipementier, ou par son équipe pour pouvoir s'entraîner et vivre. On est sur la même chose. Donc les athlètes doivent aussi vivre. Donc je pense qu'il faut prendre en compte justement qu'on a besoin de toutes ces marques-là. Je pense par contre que on peut s'inspirer aussi d'autres événements. Sur les gros événements, on arrive avec un Paris 2024 en ligne de mire. Il y a des gros événements comme certaines organisations de ASO dans la course à pied ou dans le vélo. Tout ça, je pense qu'il faut s'en inspirer sur peut-être ce cadrage justement un petit peu qui savent faire. ASO, ça blague pas. C'est vrai que sur le cadrage, ils savent bien verrouiller pour que ça... Voilà. Après, c'est un sujet complexe, mais en tout cas, on va suivre ça. C'est important aussi d'en parler, je pense, sans tomber encore une fois dans la caricature, en essayant d'apporter des solutions et pas forcément être dans la critique, parce qu'il ne faut pas tomber aussi dans l'excès inverse. Ce que je te propose, Adrien, c'est allez, on va parler de sport et de compétition, parce qu'on est quand même là pour ça aujourd'hui. Cette année, la densité, elle était exceptionnelle, même hallucinante. Un chiffre qui a quand même frappé les esprits. On avait 55 coureurs au départ de la course, avec un indice UTMB
au-dessus des 850. Alors parmi eux, des noms très connus et respectés du circuit, Jim Wemsley, Mathieu Blanchard, Tom Evans, Pinter Engel ou encore Hannes Henberger, pour citer que, mais vraiment la liste serait très très longue, il y en avait encore plein d'autres. Face à une telle concurrence, c'était presque impossible de prédire le vainqueur, du moins du côté des hommes. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'on n'avait jamais vu un tel niveau au départ de l'UTMB cette année ? Oui, mais après, c'est sûr, on le voit sur le chrono. Hein, c'est un record qui tombe aussi cette année avec Jim. On a des chronos qui sont exceptionnels. Alors, je vais dire sur l'UTMB, mais sur les différentes courses de l'UTMB. Parce que, même la triple C, c'était de la folie. Alors, la CCC ou même l'OCC était couru, mais alors, c'était que ce soit chez les filles ou chez les gars, c'était impressionnant. Et en fait, quand on compare même avec la course de l'an dernier, les chronos ne sont plus du tout les mêmes. Des personnes avec les mêmes chronos ont perdu 10 places. Et quand je parle de la 4e à la 14e, par exemple, c'est vraiment c'est incroyable. Donc c'est vrai que du coup, que ce soit OCC, CCC, ça a été. Il ne faut pas avoir que le côté ultra. Hein. C'est vraiment, on a des qualités différentes selon les coureurs. Des coureurs très rapides sur l'OCC, et c'est pas qu'ils sont plus mauvais que ceux de l'UTMB, des fois même bien au contraire. Donc du coup, on avait des densités et des niveaux qui étaient extraordinaires sur les 3 courses. Pour en venir à l'UTMB, c'est sûr que alors d'avoir autant de coureurs, de très bons coureurs, une densité pareille en fait au départ, ne signifie pas qu'on aura autant de densité à l'arrivée, parce que forcément on assiste en fait à une course popcorn où justement on a énormément en fait au départ, énormément de coureurs qui sentent en fait quand on a plus de 850 ou quand on a même plus de 900, parce qu'il y avait quand même beaucoup de coureurs à plus de 900. On est un coureur qui a l'habitude de gagner tout le temps. Ouais. Donc quand il se présente sur une course comme ça, il ne veut pas rester derrière. Je suis d'accord avec toi. On avait vu ce schéma en 2021 avec François Daen, et puis finalement on a vu qu'il y a des coureurs. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça donnait l'impression que comme ils n'arrivaient pas à avoir le podium, ils bâchaient un peu. Là cette année, il ne faut pas se mentir. Une place dans le top 10 cette année, c'est quelque chose. Je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque l'UTMB c'était premier, deuxième. Après, on passait sous les radars. Aujourd'hui, tu fais un top 10 sur cette édition-là, tu mets ton nom quand même parmi les cadors. Et là, on se rend compte, et ça c'est aussi grâce à la densité, que c'est plus la première et la deuxième place qui comptent. Je vais te donner un autre exemple. L'absence Kylian Jornet, François Daen, Xavier Thévenard, leur absence, elle est presque passée inaperçue cette année. Imagine il y a quelques années, l'UTMB sans ses titans, ça aurait été presque fade, sans saveur. Voilà, on se serait dit, il n'y a pas grand intérêt. Et puis là, même sans ces légendes de l'ultra, le spectacle, la performance, elle est assurée. Est-ce que tu ne penses pas quand même que l'UTMB, mais même plus largement le trail, est en train de vivre une espèce de transition avec une nouvelle génération de champions, un peu comme à l'image du tennis avec les Roger Federer, Nadal. Et là, on arrive quand même à quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus une ou deux têtes d'affiche, mais on a 10-15 athlètes qui sont un peu des cadors, quoi. Mais de toute façon, on a bien sûr, avant, on avait 3 athlètes en fait qui pouvaient gagner et qui se partageaient la victoire. Voilà, le tiercé était facile à faire. Là maintenant, qui a misé sur les 3 premiers dans l'ordre en fait à l'arrivée? J'aimerais bien savoir, mais je pense que la cote devait être belle, quoi, parce que franchement, pour annoncer Jim, Zach et Germain sur le podium dans cet ordre-là, il fallait vraiment être bon. Mais après, il y a beaucoup de coureurs qui pouvaient gagner. Maintenant, c'est la course aussi où ça m'a fait penser un petit peu au vélo. Donc après, c'est parti où il y a eu un groupe d'échappés, où on retrouvait à un moment donné, pendant un temps, justement un peu les grands favoris, avec Tom Evans, avec Mathieu. Ils étaient 4 devant. Ça vient se regrouper, ça repart. Enfin, on se retrouvait vraiment un petit peu dans une course de vélo, quoi. Et maintenant, il y a ce côté... Il y a ce côté bluff, il y a ce côté stratégie de course, il n'y a pas que le physique où je pars un peu de l'arrière et puis je remonte. On peut le faire pour tenter de rentrer dans les 10. Ça, on a vu qu'il n'y en avait qu'un qui était capable de le faire. Big up à Ludo, si tu nous entends. Voilà, mais il a une vraie expérience là-dessus. Maintenant, on tombe dans un schéma de course où on sait très bien que même s'il y a énormément de coureurs de très 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 bon niveau qui sont des vainqueurs tous les dimanches quand ils courent sur une course, tout le monde ne pourra pas être dans le top 10 et tout le monde ne finira pas parce que forcément tout le monde va tenter et ils veulent tenter les choses. Et quand on connaît, en fait, avant on se disait tu pars sur un ultra, tu pars un petit peu tranquille et puis tu verras comment ça fait. En fait, si vous voyez les courbes cardiaques des premiers athlètes, ça fait peur, hein. Ils partent pas sur un ultra. C'est comme quand vous partez en fait sur un 20 km. Et
il y a juste à croiser les doigts pour pas que ça pète, quoi. Mais Ouais, en fait, c'est la boîte d'œuf qu'on balance voilà. sur la. Voilà, puis c'est qui C'est- tient. Et justement, on va analyser un peu cette course. Alors, dès le départ, c'est le marathonien Duncan Perilla qui a pris les commandes de l'épreuve. Alors, il a un record sur marathon en 2h11. Il a donc fait parler ses qualités de vitesse sur le début de course. Malheureusement, après Saint-Gervais, ça s'est un petit peu corsé pour lui. On entend souvent les spécialistes du trail critiquer un peu les coureurs sur route pour leur méconnaissance des stratégies en ultra. Et finalement, voilà, on ne peut pas vraiment leur donner tort avec la démonstration de Duncan. Bon, voilà, je vais un peu de la route. On a discuté aussi avec Duncan un peu la veille de course. Là, on va encore se foutre de nous, Duncan, si tu nous écoutes. Comme quoi, on part comme des balles. Comment toi, tu observes un petit peu tout ça? Parce que c'est vrai que c'est quand même un coureur hyper talentueux. Et on a vu avec l'Ultra Saint-Jacques qu'il aurait quand même pu voilà, montrer, est-ce que vraiment l'expérience et ces écueils un peu des coureurs sur route qui étaient quand même très présents, on l'a vu aussi sur l'OCC, je crois, avec le Chinois qui a quand même parti très vite et puis qui a fini en 4e place. Sur la transition marathon ultra trail, il y a encore 2-3 petits réglages à faire. Bien sûr qu'il y a des réglages. Après, c'est difficile de faire une analyse sur un ou deux coureurs. Voilà, quand on fait une analyse, on prend un panel de coureurs beaucoup plus large en fait, pour comprendre les choses. Donc là, il peut y avoir beaucoup de facteurs qui sont rentrés. Après, c'est vrai que voilà, Duncan est parti vite. Il sait courir quand même en trail parce qu'il a Saint-Jacques de très 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 belle manière. Saint-Jacques UTMB, donc c'est vrai qu'il sait faire. Maintenant, à Saint-Jacques, il n'avait pas ou peu de concurrence. Il s'est géré seul en tête, donc même en partant vite, il s'est géré seul en tête. La concurrence qu'il y avait à Saint-Jacques, ce n'était pas la concurrence qu'il y avait ici. Et donc forcément, ça lui met une pression supplémentaire. En faisant ce qu'il a fait, il avait une pression supplémentaire aussi au départ. Il court pour l'équipementier qui est partenaire de la course. Et en fait, il y a plein de choses qui sont rentrées en jeu. Donc, faire une approche que sur lui, moi, je n'irais pas dire non, les marathoniens, voilà, ils valent que dalle pour le trail. Non, évidemment, mais moi, j'attendais que ça, de voir voilà, Duncan. Voilà. C'est pas possible. Et c'est vrai que non, ils ont des qualités extraordinaires. Maintenant, voilà, il y a, contrairement au marathon, c'est plus long. Là, il y a quand même. Il y en a certains qui disent UTMB, c'est roulant. Il y a quand même 10 000 mètres de positif, 10 000 mètres de négatif à prendre. Et on ne peut pas dire, quand on a 10 000 mètres, de se dire c'est roulant. Qu'il y ait un peu moins de cailloux que quand on court sur le Restonica Trail, en Corse, je veux bien le comprendre. Par contre, dire que c'est roulant avec 10 000, non. Donc c'est vrai que. C'est toujours dans la limite de la comparaison, c'est sûr, voilà. avec une diagonale ou avec une hard rock. Mais c'est pas pareil. Par contre, après. Non, je pense qu'il y a de plus en plus de marathoniens et tout ça qui ont envie de venir et qui ont des qualités quand même qui sont extraordinaires parce que ça s'appelle du trail running, donc il faut quand même courir en trail. Donc du coup, quand on a des vraies qualités de vitesse, c'est très intéressant. Donc après, bien sûr, il faut travailler musculairement pour pouvoir absorber le dénivelé. On voit quand même que ces deux mondes se côtoient et fusionnent de plus en plus. On voit aussi la dernière chaussure, j'étais avec les concepteurs de la chaussure de François Daen qu'ils ont sorti, ils nous ont dit qu'ils sont quand même beaucoup inspirés aussi du monde de la route. Même l'entraînement, moi il y a 4 ans, je venais ici avec Fred, je me souviens, on allait sur la piste de la piste que tu as à Chamonix, magnifique piste d'ailleurs, si vous passez par là, n'hésitez pas à aller faire un tour. On était les seuls à s'entraîner, il n'y avait personne, la piste elle était vide. Cette année, tu viens, n'importe quel jour de la semaine, tu as dû le voir, n'importe quelle heure de la semaine, la piste elle était blindée. Et ça courait autour de la piste, c'est nouveau quoi. On voyait pas ça à l'époque. On voit quand même qu'aujourd'hui, vu la densité, tu peux plus te permettre, pas besoin d'être très rapide, pas besoin d'être un excellent grimpeur ou un excellent descendeur sur ultra, mais tu peux pas te permettre d'avoir des lacunes. Il faut être un athlète complet, un peu à l'image du triathlon, notamment sur Ironman où tu pouvais te permettre d'être un peu moins bon en natation, un peu moins bon en vélo si tu étais un bon coureur ou si tu étais un bon rouleur. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut être performant, peut-être pas excellent, mais performant dans toutes ces disciplines. Non, tu dois travailler tout. En fait, comme je dis, c'est du trail running. Et quand je vois, on parle de Germain qui a fait une super course. Sa copine Cathy Scheid a gagné l'an dernier. Quand ils ont vu qu'il leur manquait de la vitesse pour pouvoir aller chercher un podium à l'UTMB, moi je me rappelle il y a 2-3 ans, en fait, tous les hivers, ils étaient sur la piste et ils s'enchaînaient les crosses en fait, l'hiver pour pouvoir prendre de la vitesse. Il n'y a pas de secret. Voilà, maintenant, Mathieu aussi qui a fait son préparation marathon, on sait que de toute façon sur le long terme aujourd'hui, si tu prépares pas ta vitesse, tu es obligé. Après ils ont vu qu'il fallait travailler un petit peu plus sur le dénivelé pour Germain. Du coup, Germain a fait beaucoup plus de ski en fait, de ski alpinisme en fait cet hiver pour pouvoir travailler un petit peu là-dessus. Mais on vient de travailler à chaque fois chaque spécificité. Mais maintenant dire un ultra trailer c'est pour les anciens quand ils ont plus de vitesse et pour les diesels.
Alors là, on se trompe beaucoup. Peut-être ça a été à une époque, il y en a eu quelques-uns. Là, c'est sûr. Il y a encore un discours comme quoi ça. Mais évidemment, c'est pas les plus lents qui disent ça. C'est comme quoi, des fois, on veut un petit peu stratégiquement essayer de. Mais il y a encore un discours quand même. Nous, on avait fait une émission sur la Maxi Race et justement, c'était Vincent Viette qui expliquait qu'aujourd'hui, il fallait quand même être rapide sur ça. Et puis dans les commentaires, même des entraîneurs, n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Mais c'est vrai que on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, on est obligé de s'adapter et c'est quand même, il faut être réaliste. On va reprendre un peu le schéma de course. Alors on insiste à un début de course du coup plutôt rapide. Moi j'ai regardé les temps, on était même 1 minute d'avance par rapport jusqu'au Contamine par rapport à l'année dernière qui était déjà un départ extrêmement rapide. On se souvient avec Pau Capel Airline qui était parti comme une trompe. Juste avant la tombée de la nuit, on voit un duel se former entre les Américains Jim Wemsley et Zach Miller. Alors, on savait que Jim était en forme. Chaque année, tu vas me dire, il est en forme. Bon, là, il l'était encore plus que les années précédentes. Mais Zach, moi, c'est un peu plus surprenant peut-être. Est-ce que tu t'attendais à voir Zach mener la danse aussitôt dans la course ? Est-ce que tu avais aussi peut-être des doutes quant à sa capacité à maintenir peut-être ce rythme jusqu'à la fin ? Parce que moi, il m'a beaucoup surpris. Alors Zach, ça m'a pas du tout surpris qu'il soit devant. En fait, c'est quelqu'un qui part toujours très vite. Mais en général, ça craque. Il y a même l'expression, il a fait une Zach. Il est adepte du gros craquage en fait en milieu de course. Et moi, j'avoue que oui, j'avais pas prédit sur comme quoi il tienne en fait jusqu'au bout. Ouais. Ça, c'est sûr, parce que quand j'ai vu comment il était parti, et puis il était comme à son habitude un peu survolté tout le temps. Et voilà, j'attendais le moment où ça pète. Et vraiment, il m'a fait mentir parce que ça m'a surpris qu'il tienne vraiment jusqu'au bout. Donc ça a été une excellente course pour lui. Après, il part toujours vite et il ne sait pas partir moins vite. Donc voilà, il a été fidèle à lui-même. Par contre, aujourd'hui, ça n'a pas craqué. Maintenant, Jim, il est parti, je pense, je ne vais pas dire prudemment, mais je pense qu'il était vraiment en aisance. Et même, j'étais le petit matin à la Foulie, il a transmis vraiment le message comme quoi il gérait totalement sa course, qu'il était il était très 10-15 minutes en dessous de ce qu'il avait fait l'année dernière à peu près, en fonction de... il était même sur les bien, ravitaux, il a un peu coupé. On a calculé, on était presque à 30% de moins de temps sur les ravitaux que l'année dernière. Mais c'est quand même celui qui est resté dans la maîtrise, qui est resté dans son plan de course et qui s'est un peu finalement moins adapté au trio de tête, quoi. Ouais, mais de toute façon, souvent, réussir un ultra, c'est arriver à rester le plus longtemps dans sa bulle. Et il a fait sa course, en fait, il a réussi à rester là-dedans. Alors maintenant, il prend de plus en plus d'expérience. Je pense qu'il est très bien épaulé aussi par François, avec qui il s'entend très très bien et il vit à côté. Donc je pense qu'il a compris ça. Il a travaillé beaucoup sur ses petites lacunes, parce que lui, il a par contre beaucoup de vitesse. Il a travaillé ses petites lacunes où il a travaillé le ski alpi tout l'hiver, en fait, là-dessus. Il a essayé de prendre en fait un maximum d'infos, de conseils partout, et il les a appliqués. Et je suis content qu'avec autant d'envie, de professionnalisme, en fait, il arrive à consécration en fait un jour. Bon, on se demande s'il va pas avoir un petit coup de blues, parce que quand tu veux tellement comme ça avoir une victoire sur l'UTMB, il en a fait un peu. Voilà, c'était une vocation de vie presque. C'est vrai que, comme tous les coureurs, des fois, après un gros objectif, on a un petit coup de blues. Et là, on se demande comment est-ce qu'il va essayer de se challenger, où est-ce qu'on va le voir, comment ça va se passer. Moi, je vais regarder ça de très près. Ouais, mais après, est-ce qu'il n'a pas le droit ? Oui. Je pense qu'il faut aussi qu'il profite en fait de ce moment-là. Il a atteint son objectif. Et même si l'année prochaine, il n'est pas au départ de l'UTMB, s'il a envie de faire autre chose, il a. Heureusement, on espère. Cette victoire, on ne l'enlèvera jamais. Il a le record. Il a gagné l'UTMB, chose qui était un rêve, quoi. Alors, chez les Français, Arthur Joyeux-Bouillon, Mathieu Blanchard ou encore Germain Grangier refusent de laisser s'échapper le peloton en tête et ils vont tout faire pour pas se laisser décrocher. Bonne stratégie selon toi ? Parce qu'il y a toujours cette question, il y a deux stratégies. Soit on suit un peu ces temps de passage, soit aussi on se dit quand même, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de laisser un peloton se détacher quand on voit aujourd'hui les athlètes aussi talentueux ? On ne peut pas compter que sur un craquage, on ne peut pas compter sa course que sur une défaillance des autres. Là, c'est très très dur. Je ne pense pas qu'il y a de bons et de mauvais choix. Toi, comment est-ce que tu analyses un peu la course de Germain, d'Arthur Joyeux-Bouillon qui a quand même fait une course assez remarquable, ou de Mathieu qui est revenu très très fort dans les dernières parties de course ? En fait, on peut se dire on reste complètement dans sa bulle et puis on reviendra un petit peu de l'arrière et du coup on prend le temps si on joue pour une place en fait. Une place, je dis une place dans le top 10. Si on cherche une place en fait vraiment sur le podium où on la gagne, on ne peut pas en fait se permettre de compter sur le craquage des autres parce que ça craque plus. En fait, ça craque plus autant qu'avant. Et donc, à un moment donné, on est obligé de ne pas laisser partir autant et d'aller à la bagarre. En fait, il faut s'adapter, quoi. Il faut savoir pouvoir s'adapter et ajuster. Arthur, il était venu pour tenter un podium. Ouais. Clairement. Voilà, j'étais avec son entraîneur, avec Eric Lacroix tout à l'heure.
Et voilà, il a ce rêve de podium. Du coup, même Eric me dit, est-ce qu'il n'a pas peut-être un peu trop pris de risques? Mais voilà, son rêve était ça. Donc, il a voulu jouer. Voilà, il a joué. Bon, là, c'est pas passé. Ça passera peut-être rapidement. Mais c'est pas passé. Je pense que voilà, ils étaient tous dans cette perspective où quand tu es devant et que tu as les moyens d'aller jouer le podium, mais à un moment donné, il faut prendre des risques. Et je pense que Mathieu, il n'était pas venu pour faire 4. Donc, on l'a vu un petit peu sur sa tête à l'arrivée. Et il sera, je pense, le mieux placé pour en parler tout à l'heure. Mais je pense que il avait un risque à prendre. Ils avaient tous un risque à prendre s'ils voulaient jouer devant. En tout cas, moi sur Arthur Joyeux-Bouillon, j'aime bien ce côté un peu, il faut prendre des risques, il faut être audacieux. Des fois aussi, il faut savoir déstabiliser l'ordre établi. Oui, il y a des favoris. C'est vrai que Arthur, c'est un outsider, mais c'est un garçon talentueux, c'est un garçon, moi je l'ai vu là même, il était très affûté. Je pense que c'est quelqu'un qui pourra s'exprimer, ça va passer. Je pense qu'il a encore des marges de progression à faire. Il est loin d'être, à mon avis, à son maximum. Il a peut-être 2-3 réglages à faire, mais je pense vraiment que c'est quelqu'un qui a les qualités pour faire un podium et pour briller. Et je trouve que sa course, elle était exemplaire. Moi, il m'a donné des sensations. C'est ce que j'attends des les Français, que ce soit Mathieu. Tous les Français m'ont donné des sensations. Et d'ailleurs, on en a quand même 6 dans les 10. Voilà, c'est ça, 6. On va les citer. On va les citer. On a 6 Français qui ont, en plus, ils ont fait parler chacun leurs qualités, quoi. On a eu vraiment les qualités de tous. On a un Germain qui finit 3e, qui est en ascension fulgurante, qui a fait quand même une course incroyable. Mathieu qui arrive en 4, qui s'est battu, qui a réussi qu'avec son mental qu'on connaît. Ludovic, le vieux loup, il nous a fait un Ludovic Pomeray, le stratège, ça marche toujours aussi bien. Thibaut en 6, Arthur et Baptiste Chassagne, les outsiders. Ils finissent 9 et 10e, tu vois, un top 10 quand même avec le niveau qu'il y a. Donc pour moi, c'est quand même une réussite pour tout le monde. Et je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la France reste clairement la plus grande nation de l'ultra-distance. Quand tu mets 6 coureurs dans le top 10 avec une telle densité, quasiment les meilleurs coureurs du monde, on a montré qu'on était là. De toute façon, la France, on était à Innsbruck au championnat du monde, on fait meilleure nation mondiale en trail. Donc toute discipline confondue. Et l'ultra, la grande finale de l'ultra est ici. Et on a quand même 6 Français dans les 10. Donc je pense qu'on se positionne quand même comme une ou la grande nation du trail actuellement. Donc c'est quand même une fierté que l'on peut avoir aussi. Ouais. Et encore bravo à tous ces coureurs. Alors du côté des femmes, on écoutera d'ailleurs, excuse-moi Thibaut, Germain, je l'ai eu au téléphone ce matin pour récupérer un peu ses feedbacks, lui poser quelques questions parce que moi j'avais analysé sa course et on l'écoutera juste après toi dans un petit magnéto. Du côté des femmes, on assiste à une course assez cristallisée. En tout cas, moi, j'ai trouvé avec, comme souvent, voire toujours, Courtney de Walter qui a franchi la ligne d'arrivée en première. Alors, c'est vrai que beaucoup considéraient sa victoire acquise. Moi, j'étais pas tout à fait de ceux-là. Je me suis dit, ça va être peut-être du 50-50 parce que après son doublé Western States à Hard Rock 100, on pouvait légitimement, je pense, peut-être avoir des doutes sur sa capacité, non pas à finir, parce que mais à enchaîner 3 niveaux de performance aussi élevés. C'est vrai qu'elle a montré à quel point c'était une athlète exceptionnelle. Oui. Après, je sais pas comment elle a fait pour récupérer tout ça, parce que déjà, un enchaînement Western Hard Rock, on est quand même sur 2 courses relativement opposées, pas dans la distance, mais dans le côté technicité et dénivelé en fait de la compétition. Donc en 3 semaines, c'est quand même assez improbable. Et d'enchaîner avec un UTMB, alors on voit qu'elle a eu une fin de course un peu plus difficile par rapport à peut-être sur d'autres courses où elle a cette habitude à finir toujours, alors je ne vais pas dire finir fort parce que forcément on a la vitesse diminue au fur et à mesure des kilomètres, mais d'arriver à maintenir une certaine intensité, et c'est là où elle crée en fait, où elle a moins de difficultés en fin de course que les autres, et elle crée souvent ces écarts en fin de course. Et là, c'est vrai que même en fin de course, ça a été un petit peu difficile. On voyait l'Allemande Hartmut qui remontait un petit peu, Blandine qui fait une bonne fin de course aussi. Et c'est vrai que du coup, on se retrouve avec une fin de course inhabituelle pour elle, où elle a été chercher plus loin. Alors, elle a dit qu'elle ne ferait pas la diagonale des fous, parce qu'il y avait à un moment donné, il y avait un peu une rumeur qui circulait, mais enfin, pas elle, mais je crois Vincent s'est exprimé pour dire que non, là, il allait avoir un peu de repos. Alors, malheureusement, cette fois, dans le top 10, seulement une Française, Blandine Lirondelle, qui a décroché la médaille de bronze pour son premier ultra. Mais avant de parler de la performance de Blandine, on peut avoir quelques regrets peut-être pour Manon Bohard, qui avait beaucoup progressé, je crois, sur les montées, sur les descentes, elle avait bien préparé ça. Et après un début de course assez incroyable, les choses sont un peu compliquées après pour elle. Ouais, mais j'étais très très déçu pour Manon parce qu'elle était vraiment, elle était en 2e position, et pas très loin de Courtney en fait, sur le début de course. Et elle a fait une grosse chute en fait sur le genou. À la Foulie, j'étais avec son mari qui me disait que vraiment, elle s'était vraiment fait mal. Le genou avait vraiment vrillé et elle avait vraiment du mal.
Elle a essayé, c'est vraiment une battante et elle n'est pas du genre à s'écouter, Manon. Et c'est vrai que voilà, elle a essayé de pousser ce qu'elle pouvait parce qu'elle voulait vraiment arriver à bout de cette UTMB. Elle avait bâché l'an dernier, donc du coup c'était vraiment important pour elle. Surtout qu'elle faisait une bonne saison, hein. Elle fait vice-championne de France, elle fait 3e au championnat du monde. Ouais. C'était d'aller venir chercher, de tenter de venir chercher un podium ici, ça aurait été l'année magique en fait pour Manon. Maintenant, voilà, je suis très déçu pour elle. Elle a fait un excellent début de course. Elle disait qu'elle était vraiment dans un jour extraordinaire, que tout allait bien. Bon, voilà, c'est le risque de la compétition, hein, une grosse chute. Il y a beaucoup de coureurs qui tombent. Tout le monde ne se fait pas très mal quand ils tombent. Et voilà, là, ça a été un peu plus problématique pour elle. J'espère qu'elle va se remettre rapidement, physiquement et mentalement en fait, de cette chute. Bon, on n'a aucun doute sur ça. Et puis, bon, elle a encore de belles années devant elle. Donc, voilà, aucun doute au vu de ce qu'elle nous a montré que ça pourra peut-être marcher dans les années précédentes. Alors, Blandine, l'Hirondelle se rassure pour sa transition sur Ultra. Et malgré un début de saison un peu entaché par une blessure, elle a quand même répondu présent et on l'a senti aussi. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué. Elle était contente d'être là, elle était heureuse, elle a pris du plaisir, elle a pris le temps pour saluer sa famille, faire un petit câlin à sa maman qui était là sur le parcours. On voit quand même qu'il y avait ce côté battante pour pouvoir décrocher la victoire, mais ce n'était pas au déprimant de profiter de l'instant présent. Blandine, voilà, pareil, elle est hyper talentueuse, elle a décroché cet hiver. Tu parlais tout à l'heure des coureurs qui allaient sur trail, sur cross ou un peu sur route. 3e place au championnat de France de cross dans un championnat très relevé à Carhaix. Là, voilà, elle nous montre encore des petites. Voilà, elle avait oublié ses gants, encore des petites erreurs, encore un peu d'expérience emmagasinée, mais là, clairement, on tient peut-être une future gagnante, une future médaille d'or sur l'UTMB française. Ouais, ça, l'avenir nous le dira, hein, mais on a fait le grand écart cette année, parce que d'aller chercher un podium aux France de Cross quand on connaît en fait le niveau d'un France de Cross et d'aller chercher la même place en fait sur la finale en fait des ultras mondiaux, avec l'UTMB. Elle a vraiment fait le grand écart. Elle a vu elle a montré à tout le monde qu'elle avait des qualités extraordinaires et que du coup elle pouvait être forte partout. Et c'est vrai que voilà, on ne sait pas ce que sera fait l'avenir. Maintenant, bien sûr, l'ultra, ça demande de l'expérience, que ce soit sur la course, sur la gestion de course, sur tout ce qui peut être ravitaillement. Tu dis, voilà, elle a oublié ses gants. Tout ça, voilà, il faut que ça soit carré. Je pense qu'après, tu as Mathieu et Alix après. Et je pense que c'est un exemple au niveau de tout ce qui est ravitaillement. On a le ravitaillement Formule 1 et ça, c'est pas acquis sur le premier ultra que tu fais dans ta vie. Tu découvres aussi des choses, tu comprends des choses, tu comprends où tu peux gagner du temps. Voilà, il ne sert à rien de s'asseoir à chaque fois pendant 20 minutes sur un ravito et d'aller se faire un gueuleton à chaque fois pour pouvoir repartir. Ça repart pas. Donc du coup, là, Blandine n'a pas passé beaucoup de temps sur les ravitaux, mais forcément, peut-être quelque chose un petit peu moins carré à un moment donné. Il faut qu'elle refasse demi-tour. C'est de l'expérience qu'elle va prendre parce que forcément, quand tu fais ça, tu te mets une petite dose de stress aussi. Donc, elle va prendre de l'expérience. Maintenant, est-ce qu'elle va gagner l'UTMB ou pas un jour ? Ça, on lui souhaite déjà. On verra bien. C'est du sport. Mais après, quelles sont les qualités pour le faire ? Oui, bien sûr, elle a d'énormes qualités. Elle l'a toujours démontré. Ça va lui faire du bien, je pense, après cet échec qu'elle a eu aux mondiaux, qu'elle a eu du mal à vivre, en fait, à absorber, parce que ça faisait quand même 2 fois qu'elle était championne du monde, donc c'était un peu difficile de mettre le clignot à un moment donné. Mais ça va lui faire du bien pour la suite. Donc, je ne sais pas encore est-ce que ça lui a donné goût à l'ultra ou pas. L'ultra, c'est particulier. Donc on va voir l'année prochaine et nous elle sera en stage avec nous dans 3 semaines, donc on va voir, on en discutera. Bon, en tout cas c'est vraiment un plaisir de la voir courir, Blandine, et je pense que voilà, elle a encore beaucoup de choses à dire sur Ultra. Merci infiniment Adrien d'avoir été avec nous pour cette partie débriefing. Je vais te laisser aller te reposer parce que je sais que tu l'as pas démérité, et puis c'est quoi maintenant les prochaines échéances pour l'équipe de France avant de nous quitter? Et là, on va avoir dans 3 semaines un stage de prépa. Donc, du coup, dès demain, il faut que je travaille sur les convocations. Pas de repos là encore, pas de vacances. Non. Et puis après, non, ça sera l'année prochaine en fait avec le championnat d'Europe fin mai à Annecy, qui sera en France. Donc, ça va être une très belle échéance pour nous. Donc je compte que l'équipe soit prête à ce moment-là pour le grand rendez-vous en France. Ouais. Merci infiniment à Adrien. Je te retiens pas plus longtemps. Je vous propose
Je vous propose qu'on écoute maintenant Germain Granger qui a débriefé ce matin de sa course avec nous. C'est parti, Magnéto, et on se retrouve juste après avec Mathieu Blanchard. Germain, on est 48 heures après le départ de l'UTMB. Comment est-ce que tu te sens avec un petit peu de recul, même si on est encore très très proche, après ton incroyable 3e place à l'UTMB? Comment est-ce que ça va et comment est-ce que tu te sens émotionnellement? Bah écoute, je me sens plutôt bien. C'est vrai que juste après la course, forcément, j'étais un peu fatigué, mais j'ai plutôt bien dormi et aujourd'hui, je me sens bien. Forcément, content également de la course. Donc, écoute, tout va bien. Tu es un peu sur un petit nuage ou tu as quand même encore en tête des axes d'amélioration? Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire mieux ou franchement, là, tu penses que cette course-là, tu as vraiment tout donné? Alors oui, avec le potentiel du jour, j'ai essayé d'optimiser pour tout donner sur ce que j'avais à donner hier. Oui, alors bon après il faut toujours se contenter de de ce qu'on a. Donc pour l'instant oui, je savoure complètement la course que j'ai pu faire. Après oui, forcément il y a toujours plein d'axes d'amélioration et c'est ça aussi qui rend l'entraînement et les courses plus intéressantes. Bon, tu as encore des choses à dire si j'arrive à lire un peu entre les lignes. C'est vrai que cette année, il y avait une densité assez énorme avec énormément de coureurs plus talentueux que les uns que les autres. La course aussi, l'UTMB, ça a été une édition assez incroyable avec une ambiance encore plus spectaculaire que les années précédentes. Comment est-ce que toi, analyse l'évolution du trail en France et dans le monde, ces coureurs qui sont en train d'éclore et qui sont tous avec une concurrence, une densité aussi un peu plus impressionnante. J'imagine que ça doit être assez stimulant pour toi. Ouais, c'est clair, c'est intéressant. Il y a de plus en plus de coureurs qui se mettent à l'ultra trail et on voit même des profils différents. Il y a même des gens qui sont plus axés sur marathon qui tentent également de venir sur l'UTMB, même certains triathlètes. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Après, je pense qu'il y a toujours cette frontière où il y a cette partie de nuit sur l'UTMB et qui fait que généralement après 10-11 heures, il y a beau avoir une densité énorme au départ, à Courmayeur, c'est toujours une autre histoire et puis il faut rentrer dans la nuit et j'ai vraiment l'impression que cette nuit fait mal à pas mal de coureurs, qui fait que c'est bien d'avoir une énorme densité au départ pour qu'il y ait toujours une densité correcte à mi-course. Mais oui, c'est intéressant de voir tous ces profils différents et l'engouement qu'il y a envers l'ultra en général. Justement, en 2021, tu as fait une 5e place à l'UTMB. En 2022, tu décroches aussi une 5e place à la Diagonale des Fous. Cette année, tu remportes le marathon du Mont Blanc sur le format 90 et tu décroches la médaille d'argent à l'UTMB avec le titre de premier français. Tu bats aussi ton record, je crois, sur la distance avec un parcours un peu différent de 1h30. D'ailleurs, tu vas nous dire un peu ton analyse sur ce parcours légèrement différent. Comment est-ce que tu as fait évoluer ta prépa ou peut-être tes stratégies de course pour finalement t'améliorer autant ces dernières années? Ouais, effectivement, c'était mon 4e départ de l'UTMB. J'avais fait une première édition en 2019 où j'étais parti vraiment doucement dans l'optique de finir la course. J'avais fini 9e. Et petit à petit, c'est vrai que j'ai gratté du temps. Bon, l'an dernier, j'ai dû abandonner. Mais c'est vrai que par rapport à 2021, quand j'avais fait 5e, j'étais arrivé 2e à Champé avec Aurélien Dinampala et là j'avais complètement explosé. Donc c'est vrai que j'avais perdu énormément de temps sur la fin de parcours. Et cette année, voilà, j'ai pas subi cette explosion parce que je me suis mieux préparé justement par rapport à ça. J'avais identifié ce qui avait pas très très bien marché. Même si ça a été un peu compliqué, en fait, je pensais qu'en revenant sur Gym, vu que c'est moi qui revenais, je pensais qu'en gros, ça allait être assez limpide et du coup, j'allais en gros moi ouvrir le gap avec Jim, mais en fait, ça a été l'inverse quand je suis rentré sur lui et ça l'a motivé et d'un coup, il est parti vraiment à une vitesse supersonique. Donc ouais, ça a été pas évident à gérer ce moment-là pour moi parce que ouais, j'ai dû mentalement faire face à cette accélération, quoi.
T'as semblé quand même dans la maîtrise totale tout au long du parcours, avec une très bonne gestion de tes émotions. On voyait quand même que émotionnellement, t'es resté très très stable par rapport à un Zach. Alors lui, il est beaucoup plus expressif, ou même un Jim qu'on a senti un peu dans le haut, dans le bas. Toi, voilà, on voit que t'as une excellente, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais t'as une excellente gestion de tes émotions. Comment t'arrives à rester aussi concentré, aussi focus? Là, tu nous parles un peu de tes moments de doute que tu as eu avec ce duel que tu attendais, mais finalement qui a été sifflé assez vite joué par Jim. Est-ce que tu as eu la même perception? Est-ce que tu as vraiment été tout au long du contrôle, en tout cas comme nous on a pu le voir ou le ressentir? Ouais, j'ai essayé de rester vraiment dans des zones où je me sentais un peu plus en confort et en maîtrise, du moins jusqu'à chanter. Et c'est assez compliqué de rester focus tout du long parce que c'est impossible clairement de rester concentré pendant 20 heures. Donc ouais, j'utilise un petit peu des éléments extérieurs, que ce soit des éléments naturels. J'essaie de me déconnecter de la course pour justement mieux me connecter, utiliser mes camarades de course pour justement essayer un peu de sortir de la course parce que sinon c'est un peu trop énergivore. Et puis comme sur l'UTMB il y a plein de monde autour, voilà, j'essaie généralement de me connecter un petit peu avec les gens autour pour ensuite me reconnecter avec moi-même et justement essayer d'être assez stable dans les allures et aussi dans l'émotion, quoi. On t'a vu manger des makis, des sushis. Alors, une petite appétence pour la cuisine japonaise. C'est assez rigolo, assez curieux. Tu nous dis que tu as quand même préparé ça en amont, donc j'imagine que c'est pas le fruit du hasard. Hein. Tu n'es pas allé à Sushi Shop le matin parce que tu n'avais pas tes poudres ou tes gels. Non, c'est clair. Mais si, je suis allé quand même à Sushi au restaurant japonais de Chamonix pour les commander. Mais non, c'est vrai que j'avais déjà préparé ça. J'avais également testé sur le 90 du Mont Blanc. Ouais, j'aime bien la cuisine japonaise. Ça me plaît. Bon, c'est peut-être le secret alors pour faire une 3e place à l'UTMB. Va savoir, peut-être que tu seras copié sur les éditions suivantes. Alors, avec cette performance, c'est vrai que aujourd'hui, tu montres que tu fais partie des meilleurs Français, en tout cas sur ultra distance. On voit aussi une progression une ascension en tout cas ces dernières années avec Germain. Donc on se demande où est-ce que tu vas aller, jusqu'où tu vas monter. Quels sont tes prochains objectifs pour 2023-2024? Est-ce que tu penses que tu as le talent nécessaire pour décrocher une médaille d'or à l'UTMB, ou est-ce qu'il y a peut-être maintenant d'autres courses sur lesquelles tu veux t'investir et te concentrer? Bah écoute, j'ai pas encore vraiment pris le temps de réfléchir à ça, mais c'est clair que, moi je suis quand même beaucoup intéressé par la performance et c'est quelque chose qui me guide au quotidien. Donc oui, j'espère encore faire mieux. La clé, c'est juste de pouvoir s'entraîner régulièrement, sans avoir de gros pépins. Donc voilà. J'ai pas, pour te répondre sur les objectifs, j'ai pas vraiment d'objectif là. T'as pas une course là en tête, un dossard déjà réservé pour Non, là, je suis en train de me demander si je repars encore sur un UTMB l'an prochain. Le truc qui est assez cool, c'est vrai que à chaque fois que j'ai fini l'UTMB, j'ai toujours fait un meilleur chrono et une meilleure place, donc c'est vrai que ça appelle toujours à le refaire, quoi. Donc à voir. Bon, on a hâte de voir la suite de ton aventure autour du Mont Blanc, et puis pourquoi pas même à la Diagonale des Fous. Je pense que tu as encore des choses à dire, ou peut-être même sur des ultras américains. Hâte de voir en tout cas comment évolue ta carrière. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous répondre là comme ça. On est, pour nos auditeurs, on est le dimanche, il est 9h45, donc voilà, j'imagine que tu as encore un peu de fatigue dans les pattes. Merci beaucoup Germain, j'espère te revoir très vite sur une course. Encore bravo pour cette performance, et ça a été un plaisir de suivre ta course. Franchement, c'était incroyable à suivre. Voilà, le public, je pense que tu avais beaucoup de soutien et tout le monde était derrière toi. Donc merci beaucoup pour toutes ces émotions. Bonne récupération, et je te dis à très vite. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Salut. Retour au studio. Je vous propose maintenant de faire un tonnerre d'applaudissements pour Mathieu Blanchard et Alix Noblat qui viennent de nous rejoindre sur le studio. Mathieu, Alix, merci infiniment d'avoir choisi Dans la tête d'un coureur pour livrer vos impressions d'après-course en exclusivité sur le podcast. C'est un plaisir de vous recevoir dans l'émission.
Mathieu, je commence par toi. Honneur aux sportifs. Comment est-ce que ça va pas trop fatiguer après ton exploit dans les montagnes ? Non, pleine forme, tout va bien. J'hésite même à aller faire une petite sortie de 30 kilos pour aller faire tourner un peu les jambes là. Bah écoute, il y a quelques petites montagnes si tu veux. Après, l'émission, on met les chaussures et on y va. Alix, comment est-ce que ça va toi ? J'imagine que tu as dû vivre des émotions complètement folles sur cette course. Si tu l'as vécu comme nous, est-ce que tu t'es remis de tout ça ? Alors oui, je me suis remise physiquement, mais je lui ai laissé quelques notes vocales. Quelques notes, bah, j'imagine, oui. Là, c'était quand même une sacrée édition. Mathieu, on a peu de temps, donc ce que je te propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va revenir rapidement sur ta saison 2022-2023 et nous emmener jusqu'à hier et ton arrivée. On se souvient tous de ton incroyable, mémorable duel avec Kilian Jornet en 2022 où tu as décroché la 2e place sur l'UTMB et le premier Français à finir sous les 20 heures. Suite à cette course, tu as participé au Marathon de Paris. Tu as fini 35e avec un temps assez spectaculaire de 2h22 où je t'avais vu. Je pense que tu aurais limite pu faire encore 15 km après. Donc voilà, c'était quand même assez incroyable. Tu as enchaîné ensuite avec la Western States sur ton agenda. Avec le recul, comment est-ce que tu analyses un peu ton expérience post-UTMB, notamment cette 6e place sur cet ultra américain ? Là, on parle de l'UTMB ou de la Western ? De la Western States. Okay. Après, on parlera de la... Oui, la Western States, c'est sûr que moi, cette année, c'est une grosse année de transition, en fait. Je pense que je peux l'appeler l'année de la transition. 2021-2022, sur les courses, je suis un coureur parmi les coureurs de haut niveau considérés, mais plutôt sur un statut de outsider. Et cette année, les médias, en tout cas les titres que j'ai pu en lire et les messages de la communauté aussi m'ont laissé penser que j'étais plus sur un statut de favori. Et ça, c'est nouveau pour moi. Il faut pouvoir gérer toute cette pression qui vient autour. Et je m'étais mis des ambitions énormes sur la Western States. Je m'étais mis des raisons aussi de courir, des motivations en fait qui étaient purement basées sur la performance. Donc je ne vais pas cacher que je voulais vraiment faire un podium, voire gagner la Western. Et il n'y avait que ça en fait qui comptait pour moi. Et je pense que ça a été un petit peu pas la meilleure des stratégies mentales parce qu'à la base, moi l'ultra trail, le trail, c'est pas que pour la performance que je cours. Oui, je mentirais en disant que la performance ne fait pas partie de mes raisons motivationnelles. Mais prendre que ça et le mettre au-dessus de tout, c'était pas une bonne chose. Je me suis mis énormément de pression. J'en ai peut-être un peu trop fait aussi, je vais le dire maintenant avec le recul. Coastal Challenge, Costa Rica, 250 km dans la jungle, très fatigant. L'Himalaya, l'ascension. L'ascension du Kilimanjaro, la prépa au Kenya, un marathon des sables qui défonce aussi beaucoup. Voilà, plus toute cette pression, je suis arrivé sur la Western States très près physiquement, mais niveau mental, il ne restait plus beaucoup d'énergie. Et de manière très concrète, quand la course a commencé, au bout de 3 km, j'en avais déjà marre en fait. Où je me disais plutôt, ça va être long aujourd'hui, 160 km. Alors que d'habitude, je me dis, je suis trop excité, j'ai trop hâte d'aller manger les prochains kilomètres. Et donc là, ça montrait peut-être qu'il y avait une forme de fatigue mentale, alors que le corps, il répondait super bien. Donc voilà, après, le mois de juillet a été très difficile parce que finalement, j'ai pas rempli l'objectif que je m'étais fixé. Et ça a été un mois difficile, pour ne pas dire que j'avais le moral dans les baskets, j'avais pas envie de courir. Donc il a fallu un petit peu faire un peu d'introspection, se reconstruire. Mais j'ai trouvé en tout cas des réponses en tout cas suffisantes pour revenir sur l'UTMB fin août. Mais c'est vrai que déjà bravo parce que tu as une analyse très honnête de ce que tu as fait et voilà, et d'un peu d'autocritique de ce que tu dis, et puis tu es transparent par rapport à ça parce que des contre-performances, des athlètes, il y en a plein qui en font. Ça fait partie aussi du jeu de tout coureur, amateur ou professionnel, mais c'est vrai que moi je le sais, j'interroge les coureurs, je discute avec eux avec le micro et sans le micro, mais des fois on a du mal aussi à assumer la contre-performance. On va dire, c'est le fameux point de côté, j'ai eu une petite grippe, j'ai mangé un truc qui allait pas. Et c'est vrai que les athlètes ont du mal à dire, j'ai peut-être fait des erreurs. J'ai peut-être voulu peut-être trop en faire, j'étais peut-être un peu trop enthousiaste. Toi, c'est vrai que c'est assez surprenant. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu as été moins bien compris parce que tu détonnes dans ta communication. Mais toi, tu es comme ça, tu es sincère, tu es transparent. Et finalement, voilà, moi je te dis bravo pour ça. Oui, tout à fait. Moi, ce que j'aime dire, c'est que l'ultra trail, c'est pas que de la course à pied. C'est une aventure, l'ultra trail. Et dans une aventure, il ne faut pas gérer que la partie course à pied. La nutrition, ne pas avoir mal au ventre, fait partie de la course. Ne pas se faire d'entorse, fait partie de la course.
ne pas avoir mal au genou ou ailleurs fait partie de la course. Donc il y a toujours une excuse pour dire qu'on n'a pas réussi à faire la course. Moi, au final, ce que j'aime dire, c'est que juste que les autres ont été meilleurs que moi à gérer tous ces petits paramètres-là. Donc j'ai pas d'excuse à me donner si sur une course, j'arrive pas premier. Et pour la partie contre-performance, finalement, avec le recul, non, c'était pas une contre-performance. Oui, j'allais me reprendre parce que c'est vrai que le record, tu as fait mieux que. C'est courir une Western States en 15h30, c'est une course très particulière avec des paramètres particuliers. Et finalement, j'étais très satisfait de ce résultat-là. Faut appréhender cette course, faut la comprendre, et puis peut-être un jour j'y retournerai pour faire mieux. Mais c'est vrai, tu as raison. On te porte des ambitions où des fois, nous, les médias, les gens, les spectateurs, c'est aussi un peu naturel. Et des fois, on a des erreurs de langage parce que oui, parler de contre-performance à un coureur qui, je crois que tu as fait mieux que plein d'excellents coureurs, c'est un peu ridicule. Finalement, tu as pris la décision de participer à l'UTMB, je crois seulement quelques semaines avant le départ de la course. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'aligner sur la ligne de départ finalement ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, j'y vais quand même ? Alors, c'est qu'en 2023, ma saison, il y avait 2 objectifs. Le premier, c'était la Western States, donc arriver au top pour faire une super course. Et le deuxième objectif, c'était pas l'UTMB tout seul, c'était le combo UTMB plus Western States. Parce que je sais que beaucoup l'ont essayé, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que la Western States, c'est une course qui est très particulière dans sa préparation. On met les bâtons au placard, on ne les utilise plus par exemple. Donc ce qui veut dire que la prépa UTMB après est très courte, dans l'été entre 2 mois. La Western States aussi, c'est une course difficile parce qu'elle te tue dans le sens où tu cours non-stop pendant 160 km. Et c'est beaucoup plus traumatisant pour le corps de courir non-stop pendant 160 bornes que sur un UTMB où tu vas marcher peut-être 30% de la course. Donc voilà, moi je voulais essayer ce combo-là. C'était un objectif, donc je le gardais en tête. Maintenant, ce qui a fait que j'y ai participé, je voulais pas non plus me présenter à l'UTMB si j'étais totalement mort, évidemment. Hein, je respecte ma santé et je veux avoir une longue carrière. Mais début août, j'ai commencé à avoir des bonnes sensations. Je suis venu faire le parcours avec mon équipe Salomon. Il y a eu une belle cohésion, il y a eu des beaux sourires, j'ai ressenti de la bonne énergie. J'ai fait 2 semaines d'entraînement qui sont super bien passées au niveau sensations physiques et mentales. Et pour moi, c'était un signe suffisant pour me dire je peux aller faire l'UTMB. Oui, tu m'as dit de toute façon, tu ne te serais pas aligné si tu n'étais pas sûr d'être quand même en bonne capacité de tes moyens. Voilà, tu fais pas n'importe quoi. Alix, je me tourne vers toi. Tous les coureurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, connaissent un peu ces moments de doute et de remise en question. Toi, je sais que tu t'intéresses pas mal aussi à la préparation mentale. Et voilà. Et comment toi, tu gères tout ça avec Mathieu ? Comment est-ce que tu l'accompagnes ? Parce qu'on sait qu'en ultra, l'entourage est souvent un peu le moteur invisible. Moi, j'appelle ça un peu le moteur invisible du coureur. Et j'imagine que ça doit être quand même assez important d'avoir du soutien. Quels conseils tu pourrais donner à des coureurs qui traversent un peu des hauts et des bas ? C'est aussi ça la beauté de ce sport. Au-delà de la compétition, il y a déjà, comme dans un entraînement classique, un entraînement physique, il y a une préparation en amont, pendant la course et après la compétition. Moi, à côté de mon statut d'assistante de course, je suis aussi la compagne de Mathieu Blanchard. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Il faut que je trouve l'équilibre entre tous ces statuts que j'ai. En amont de la course, mon rôle, ça va être évidemment de le soutenir, parfois aussi de le freiner un petit peu, de l'encourager. C'est vrai qu'on a eu une petite période difficile moralement suite à la Western. Il y a eu des ondes il s'envoyait un petit peu des ondes négatives parce qu'il s'est remis en doute. Et puis là, moi, j'essaie. Alors, je lui apporte pas de conseils, je l'écoute énormément. Ça passe par l'écoute beaucoup, alors. Voilà, en fait, ça a beaucoup passé par l'écoute. Et puis, je le rassure et j'essaye de garder aussi parfois un regard objectif. Parce que quand on est en couple avec un athlète, pour moi, je suis sa fan numéro 1. Mais après, pendant la compétition, le soutien est hyper important. Notre présence est importante pour l'assistance parce que ça va être un contact humain qu'ils vont avoir pendant des heures et des heures où ils vont être seuls au milieu de la forêt. Et puis là, ils vont avoir parfois envie de parler. Comme à Courmayeur, il avait envie de se lâcher, de parler de ce qui se passait dans son corps, dans sa tête. Ils ont besoin parfois de soigner les petits bobos, d'avoir du réconfort dans la nourriture, un réconfort humain. Il n'y a rien de mieux, quoi. Et puis après, effectivement, il faut
faut construire la machine, et il faut l'entretenir, il faut la remettre sur pied. Et ça aussi, ça fait partie des petites tâches qu'on a à faire. D'autant plus que tu es une aventurière, tu es une athlète, tu es quand même une amoureuse du dépassement de soi, donc j'imagine que tu es beaucoup dans l'empathie aussi, que tu peux parfaitement comprendre ce que vit Mathieu. Et puis moi, j'avais envie de vous avoir tous les deux, parce que c'est vrai que voilà, votre duo, il est quand même assez iconique dans le monde du trail. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que vous avez aussi inspiré. Moi, j'ai vraiment vu un après Mathieu Blanchard, et cette année, c'était vraiment flagrant. On voit que votre stratégie, elle a inspiré beaucoup de monde. Voilà. Ouais, justement, j'ai une anecdote à ce sujet que j'ai remarqué depuis les dernières années d'Ultra Trail. J'observe, moi je suis assez nouveau dans ce sport, mais encore jusqu'à l'année dernière. Nous, en 2021, on faisait déjà des ravitaillements assez rapides, mais ça n'avait pas été trop médiatisé. L'année dernière, c'est vrai que ça a été énormément médiatisé. Et je voyais, moi, je ne vais pas tous les citer, mais beaucoup de coureurs qui sont encore dans le top 10 cette année, qui faisaient des ravitaillements à Courmayeur de 5, 6 minutes, 5, 8 minutes, même en fait la plupart. Et cette année, j'ai regardé un petit peu les vidéos des ravitaux, ils étaient tous en 1 minute, 2 minutes. Donc je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas, je trouve que les vitesses sur les ravitaillements ont un petit peu accéléré là, non, mais chez les élites. On en parlait avec Adrien tout à l'heure, on voulait en parler dans l'émission, mais on était un petit peu timé, mais c'est vrai qu'il y a un changement de paradigme, et lui, Adrien, il était tout à fait partisan de ça. Lui, il pense voilà, que il faut savoir optimiser cette partie-là, il faut rester dans le jus, il ne faut pas trop prendre son temps. Et c'est vrai que ça vient complètement en contradiction de ce qu'on entendait avant, où on nous disait non, c'est une erreur, il faut rester longtemps, il faut machin, ci et ça. Après, c'est pas donné à tout le monde. C'est sûr que c'est un conseil qui peut pas être donné à chacun venu, mais aujourd'hui, même Jim Wemsley, nous on a calculé, on a dit, ouais, je crois que c'est près de 30% de temps en moins. Pourtant, lui, on voit que c'est lui qui garde ça, et tous les autres coureurs ont un peu, je vais pas dire copié, mais en tout cas se sont inspirés, et c'est normal, mais ça c'est clair, net et précis que vous avez été extrêmement précurseur par rapport à tout ça. Alors Mathieu, on s'était vu mardi avant le départ de la course, tu m'avais parlé un peu de l'état de flow que tu avais ressenti sur l'UTMB 2021. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet état, et surtout, est-ce que tu l'as ressenti, cet état de flow, cette année? Cette année, l'état de flow s'est transformé en état de calvaire. C'est nouveau pour moi. Je l'ai déjà expliqué comment ça fonctionne, le niveau énergétique, le niveau de sensation sur une course. C'est une courbe sinusoïdale. On va avoir des bas, on va avoir des hauts, des bas, des hauts. Là, j'ai eu un bas quasiment du kilomètre 30 jusqu'à l'arrivée. J'ai jamais vécu ça de ma vie, donc c'était tout le contraire. C'était un enfer. J'ai souffert tout le long. J'ai voulu abandonner à peu près 1000 fois. Je me cherchais des excuses en fait quand je m'ennuyais, que j'avais mal dans la montagne pour qu'est-ce que je vais dire quand je vais arriver au ravitaillement pour abandonner. C'était terrible. T'as vraiment cru que t'allais abandonner, que t'allais lâcher Ah oui, c'était la douleur que j'avais dans mes jambes, dans les descentes, les sensations. C'était en fait, je me disais allez, ça va revenir, mais comme ça revenait jamais, je me prenais toujours des punchs dans la face non-stop et ça a été insupportable quoi. Donc voilà, course extrêmement difficile, et l'état de flow, il n'était pas là cette année du tout, non. Bon, c'est vrai que il y avait quand même une densité impressionnante de coureurs, et c'était quand même une course assez imprévisible. On en avait discuté. Toi, tu avais plutôt anticipé un départ de course plutôt tranquille, souviens-toi. Finalement, j'ai eu l'impression que ça a quand même démarré un peu sous les chapeaux de roue jusqu'au Contamine. Après, ça s'est calmé un petit peu en direction de Notre-Dame, et là, on a vu que les allures sont devenues un petit peu plus raisonnables. Toi, comment tu as géré le début de course très très dur? Qu'est-ce que tu t'es dit justement est-ce que c'est Alix justement qui a essayé? Voilà, comment ça s'est passé un peu Comment tu as fait pour trouver les ressources en fait, concrètement? Alors c'était pas non plus départ tranquille, on va dire relativement tranquille, parce que j'avais les temps de passage de l'année dernière accrochés au poignet, et je suis passé vraiment à même pas 1 minute près à chacun de ces temps de passage là, donc on était à peu près dans les plans. Ensuite c'est sûr que moi c'est à partir de Notre-Dame de la Gorge. C'est un endroit qui est très important dans la course, puisqu'on quitte un petit peu ce milieu urbain où il y a beaucoup de personnes qui nous encouragent, surtout Notre-Dame de la Gorge où il y a énormément de monde, là comme sur les routes du col du Tour de France, et on rentre dans la nuit, on est tout seul dans notre bulle, et moi c'est à partir de là que j'ai commencé à être pas bien. Et c'est le pire moment parce qu'on rentre dans la nuit, on va faire une nuit blanche, on n'est plus qu'allumé par notre frontale, c'est là qu'il commence à faire froid, qu'on pique du nez. Vous étiez assez seul aussi, c'est vrai que d'habitude il y a quand même un gros groupe de coureurs. Là j'ai l'impression que vraiment c'était assez individuel, hein. C'était chacun fait sa course tout seul. On essaye de... Là il n'y avait pas eu ce troupeau un peu qui a l'habitude. Il n'y a pas eu un gros troupeau, il y a eu plein de petits groupes, des petits couples qui se sont formés. Moi j'ai formé mon couple avec Germain Grangier dans la montée du col du Bonhomme. Devant je pense qu'il y avait Tom, Zach et Jim, mais on les voyait, ils étaient juste devant, on voyait les frontales. Tom qui a payé d'ailleurs un peu cette... Ouais. Et derrière, je pense qu'il y avait peut-être Thibaut Garivier et puis Jean-Philippe Choumi qui formaient notre couple. Donc c'était à peu près ce qu'on voyait. Et puis on a traversé la nuit comme ça. Et c'est beaucoup mieux parce que passer la nuit tout seul est extrêmement difficile. C'est clair. Alors ensuite, l'arrivée à Courmayeur,
c'est toujours un moment délicat dans la course. On sait que ça peut se compliquer après ce ravitaillement. Comment toi, est-ce que tu as abordé cette étape ? J'ai cru voir quand même que là, c'était un peu difficile. Qu'est-ce qui change vraiment après Courmayeur, selon toi ? Pourquoi c'est vraiment un peu là où on dit que la course commence ? Courmayeur, moi chaque année, je connais l'endroit. En fait, il est extrêmement difficile mentalement. Pourquoi ? Parce que tu viens de passer vraiment beaucoup de kilomètres et de temps dans la nuit, dans le noir, dans le froid, tout seul. Et quand tu arrives à Courmayeur, tu retrouves un milieu urbain. Et pire que ça, tu retrouves un ravitaillement qui est dans un gymnase où il fait chaud, où il y a des toilettes. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de journalistes. Tu retrouves le confort et tu as juste envie, c'est de ne pas repartir de là, quoi. Et moi, voilà, chaque année, c'est là, à partir de Courmayeur, où je commence en général à sortir un petit peu de mon confort contrôlé, on va dire, pour me mettre dans une zone d'inconfort un peu moins contrôlée et où la vraie course commence. Et puis déjà, jusqu'à Courmayeur, je vivais un calvaire. Donc je me disais, bon, j'espère que la magie va opérer après Courmayeur, notamment à partir du refuge de Bertone. Il y a une grosse montée après Courmayeur et on a un balcon plutôt plat qui nous mène jusqu'à Arnouva, au pied du Grand Col Ferré. Et là, en général, j'accélère et puis je commence à grappiller du temps. Et puis là, sur cette partie-là, c'était l'enfer. Il y a des toutes petites montées là, et j'ai même dû sortir mes bâtons pour faire ces montées-là, alors que sur les années d'avant, je cours sans problème ici, quoi. Alix, à Courmayeur, moi j'étais là, je t'ai vu, j'ai pas voulu te déranger, voilà, parce que j'ai vu que t'étais très concentré à ce moment-là. J'ai vu que c'était aussi un peu plus. Voilà, Mathieu, il semblait un peu plus dans le dur. Toi, comment est-ce que tu l'as perçu ? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là ? Est-ce que tu t'es dit ça va être compliqué ? Est-ce que tu t'as cru ? Voilà, comment est-ce que t'as géré ça ? Ah bah je me suis pas dit que ça allait être que c'était fini ou quoi que ce soit, non, en aucun cas. Je me suis juste dit qu'effectivement ça allait être un chemin de croix. Ouais. Après voilà, c'était le moment où il m'a lâché son sac, où vraiment il y a tout qui est sorti, voilà. Il me disait qu'il avait pas de sensation, qu'il sentait que ça allait pas dans les jambes, etc. Et puis il était un peu dans une bulle hyper négative, donc c'est à ce moment. Qu'est-ce que tu lui dis toi justement à ce moment-là ? Bah en fait, à ce moment-là, en fait, je capte qu'il a encore ses temps de l'année dernière. Au poignet. Et l'année dernière, comme on l'a dit juste avant, c'est qu'il était vraiment dans un état de flow. Donc là, je lui dis, écoute, il faut que tu sois ici maintenant. Là, il me répète encore une fois qu'il me dit, oui, actuellement, je suis dans mon corps. Il me dit, j'ai très mal à mon corps. Et puis, je lui dis, voilà, en ultra, c'est un peu comme dans la vie, il y a des up and down. Ça va revenir, ça va revenir. Malheureusement, même après le lever du jour, c'est pas revenu. Mais voilà, c'était mon rôle d'envoyer au maximum de positif, d'éviter de le caresser trop dans le sens du poil parce que je sais de quoi il est capable. Je le vois s'entraîner chaque jour. Je sais qu'il est aussi il est dur, quoi. C'est un rock. Donc j'étais 200%, j'y croyais à 200% qu'il allait y arriver, mais que ça allait être très compliqué. Ça a dû marcher parce que moi, je t'ai vu quand même à Arnouvaz et là, j'ai ressenti quand même un changement, notamment dans le visage. Tu avais une expression beaucoup plus déterminée, celle d'un coureur qui voulait en découdre. On aurait dit que tu n'avais qu'un objectif, c'était rattraper le goutte de tête et te mesurer un E. Moi, j'ai vu un changement, vraiment. J'ai senti que là, tu t'es dit, OK, c'est dur, mais les gars, comme si tu te servais un peu de cette douleur pour revenir et que tu t'es un peu nourri de ça. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. J'ai vraiment vu un changement de Mathieu à ce moment-là. Tu étais avec Thibaut, je crois. D'ailleurs, il n'a pas pu te suivre après. Mais j'ai vu, même si c'était difficile, j'ai vu un changement d'état d'esprit. Est-ce que je me trompe ? Non, mais c'est vrai que quand ça fait des heures et des heures et des heures que tu souffres, que tu as mal partout, tu cherches absolument toutes les schémas et puis les discours internes pour tenter de sortir de ce cercle vicieux qui est infini. Là, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai passé une bonne partie de la nuit tout seul aussi, une fois que j'étais décroché. Après Courmayeur, je suis reparti de Courmayeur tout seul. Et effectivement, Thibaut Garivier et Jean-Philippe Choumi, le Suisse, m'ont rattrapé dans cette partie-là. Je me suis accroché à eux, ils avaient une belle énergie. Ils ont permis de me faire revenir un petit peu dans la course. À arriver à Arnouva, j'ai des informations aussi que devant, ça craque un peu. On me dit que Jim à Arnouva, il a vomi, il n'était pas dans un bon mood. On connaît un petit peu l'historique aussi de Jim et Zach. C'est des super athlètes, mais ils ont aussi été capables d'abandonner. Ils ne sont fait d'ailleurs aucun cadeau. Il n'y a pas eu de solidarité américaine. Là, je peux vous dire que c'était chacun sa course. C'était une course très solitaire cette année. On me disait que ça fightait énormément. Nous, à ce moment-là, on est à peu près en 5e position. Donc voilà, 2 gars qui abandonnent devant ou qui craquent, ça fait passer tout d'un coup en podium malgré le calvaire qu'on vit. C'est ça la surprise de l'ultra. Donc je me suis dit, écoute, je vais rester dans la pen cave avec la pen cave de Courtenay là, encore un petit moment, et qui sait, peut-être qu'on pourra vivre un truc incroyable à la fin. Mais non, peut-être que mon visage était déter, mais en tout cas c'était plutôt parce que je m'envoyais des messages dans ce sens-là dans la tête, mais au niveau sensation, on n'y était pas encore là. On voit quand même qu'il y a un petit mental derrière et que voilà, parce que on voit, voilà, moi je l'ai.
C'était assez impressionnant. J'imagine quand même que cette 4e place, ça doit avoir un goût particulier pour toi. Alors, je l'ai dit, tu es un garçon sincère, tu fais pas semblant, tu es quelqu'un qui se bat avec ses tripes et son cœur. Quel souvenir tu souhaites garder de cette course ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va quand même t'aider pour la suite ? Oui, 100%. Là, cette 4e place, au final, au vu des sensations que j'ai eues dans la course, c'est totalement inespéré. Et j'en suis très fier parce que rendu à Courmayeur avec les sensations que j'étais plus en mode si je vais au bout, je vais finir 40e ou je vais abandonner. Finir 4e au vu de ce que j'ai vécu, c'est super. Maintenant, quand j'arrive à l'arrivée, j'ai les larmes qui me sont sorties. Ce matin, quand j'ai commencé à regarder un petit peu les réseaux et les titres des médias, j'ai beaucoup lu Mathieu, grosse déception, larmes à l'arrivée, mais en fait pas du tout. C'est pas du tout ça. J'étais super satisfait et heureux de cette place. Les larmes qui sont sorties, c'était surtout la libération. Enfin, le calvaire allait s'arrêter. En fait, j'ai retenu mes larmes toute la course. Et puis quand je suis arrivé, je les ai lâchées parce que voilà, c'était plus l'expression de la douleur. Maintenant, j'ai passé quasiment des Chapieux, kilomètre 50 jusqu'à l'arrivée en souffrance. Ça fait une quinzaine d'heures à peu près. 15 heures dans le dur à travailler avec son mental. Ce qui est certain, c'est que je pense que je me suis renforcé le mental sur cette UTMB 2023 et c'est sûr que ça me servira dans le futur. Bon, moi en tout cas, je sais que tu es un garçon extraordinaire. Il y a une citation qui dit, alors je vais pas là, mais on dit souvent, tu sais, moi je dois reconnaître parce que je suis un peu derrière les médias, je suis un peu derrière la journaliste et j'entends ce qui se dit, j'entends ce qui se voit et je sais que tu as énormément de soutien de ton public, que les gens apprécient ton tempérament, mais je sais que ça peut être plus compliqué aussi parce que c'est un milieu, le trail, où il y a certains codes, où c'est pas évident aussi quand on n'a pas le parcours classique de s'imposer pour toi ou pour les autres. Il faut se souvenir de Kylian Jornet. Kylian Jornet, quand il a gagné en 2008, il venait du ski, ça a été très compliqué pour lui. Aujourd'hui, on l'oublie un peu, mais ça a été très très loin d'être facile. Et il y a cette citation un peu, tu sais, au début on t'ignore, après on te moque, ensuite on veut te combattre et après on te respecte et c'est un peu la marque des grands champions et je parle de Kylian Jornet, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est un peu ce que je vois avec toi et c'est vrai que je trouve que c'est un peu injuste parce que il faut remettre dans le contexte et tout ce que tu fais. Je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui avec ton parcours qui est capable de faire ce que tu as fait. La suite, et je voulais te le dire, tu vois, parce que c'est très sincère et malheureusement des fois, il y a des gens qui peuvent se paraître sincères et qui ne le sont pas vraiment et inversement. Et c'est important, en tout cas moi, de donner mon impression humaine sur les gens que je croise. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Alors, il était question de la Diagonale des Fous. Je sais que tu es inscrit parce que je parle avec les organisateurs. D'ailleurs, ils se demandent, ils vont écouter là, tiens, est-ce qu'il va venir ? C'est quoi l'objectif ? Tu vas te relancer sur des compétitions où là, tu te concentres sur un cycle d'entraînement. Est-ce que tu sais un peu ce que tu vas faire ? Là, c'est encore un petit peu tôt. On est au lendemain de l'UTMB. C'est sûr que moi, cette année, c'était Western et probablement le combo Western-UTMB. Ça prend énormément d'énergie mentale et de dévouement, ces projets-là. Donc, je n'ai pas voulu me mettre trop de projets automne-hiver. Éventuellement, je m'étais inscrit aussi à la Diagonale des Fous. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer mon été. Là, encore trop tôt. Je pense en toute sincérité que là, au vu des sensations que j'ai dans mon corps, tout à l'heure en introduction, je te disais que j'allais aller courir 30 km, mais c'était une blague évidemment. On l'avait compris. J'ai dû prendre l'ascenseur pour monter ici. Donc je pense que ce serait pas super intelligent pour mon corps d'aller courir la Diagonale des Fous. Moi, je suis très inspiré par un athlète comme Ludo Pomeré, avec qui j'ai couru 50 bornes à la Western States. Et hier, j'ai encore eu la chance de courir quelques kilomètres avec lui. Ludo, 48 ans et qui est encore encore capable de faire des performances comme ça. Ça m'inspire et ça veut dire que c'est possible dans ce sport. Sauf que si on fait des conneries plus jeunes, il y a des chances qu'on se retrouve avec plus beaucoup de plumes à cet âge-là. Donc voilà. Va falloir que je pense à tout ça. En toute sincérité, je n'ai aucun projet là pour l'automne-hiver. Je vais déjà j'aime pas trop me projeter dans le futur. J'aime bien rester dans le présent, profiter des belles émotions que j'ai vécues à l'UTMB, remercier tous ceux que j'ai à remercier. Et puis voilà, ça va venir. Et s'il n'y a pas de Diagonale des Fous cette année, il y aura probablement Diagonale des Fous l'année prochaine. J'ai envie de te voir et je pense que je ne suis pas le seul. On a envie de te voir dans le cercle de Mafat. Voilà. Donc, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, voilà, c'est ça. Et puis UTMB, je pense que l'année prochaine, je vais faire une petite pause là, 3 années d'affilée, parce que ça fait 3 années que je porte une petite frustration
je viens à Chamonix et puis il y a une ambiance de fou la semaine de course et j'essaie de me protéger un petit peu pour pas trop perdre d'énergie la semaine de course, mais il y a plein de trucs à faire et j'aimerais bien éventuellement l'année prochaine revenir sur l'UTMB mais en mode spectateur et puis profiter de cette énergie-là. Bon, bah, Voilà, donc là je suis content, j'ai mon petit record de médaille d'argent, médaille de bronze, médaille en chocolat et puis il en manquera une de ces 4. Bon, bah écoute, on a hâte de voir un petit peu la suite. Alix, toi, on sait que tu t'es un petit peu sur trail. Moi, j'ai envie de savoir un peu, voilà, c'est quoi ton parcours aussi. On t'a vu sur le marathon de Paris, je sais que tu as pris beaucoup de plaisir. Est-ce que tu vas un peu revenir, toi, sur les trails? Je sais que tu avais pas mal d'ambition aussi. Tu voulais aussi un peu montrer de quoi tu étais capable. C'est encore d'actu? Oui, bien sûr. Après, je t'avoue que je me focus vraiment sur la carrière de Mathieu parce que j'essaye de tout mettre en place pour que ce soit le meilleur au monde. Maintenant, oui, moi, je me lance sur des ultras, mais à mon niveau. Donc, c'est plus des balades de 30-32 heures, comme j'étais sur la Restonica Trail dernièrement en Corse. J'ai mes running stones pour l'UTMB l'année prochaine. Donc, je crois que j'ai trouvé mon assistance. Non, mais j'ai envie de... Voilà. Ah, ce serait sympa. Alors là, moi, je veux bien couvrir ça. On va inverser un peu les rôles, ce serait génial. Pour l'instant, pas d'objectif particulier. Je verrai en fonction de la saison, en fonction de ce que aussi on nous propose. On aime bien faire de nouvelles courses, aller sur des nouvelles destinations. Maintenant, voilà, juste cette année, j'ai décidé pour la première fois, la Restonica étant qualificatif pour poser un ticket pour la Western. Je mets mon premier ticket cette année pour la Western States. Pour, si jamais je suis pas pitché cette année, mais pour les années à venir. J'y vois plus en mode pour les années à venir. Après, si c'est pitché cette année, bon, bah, j'aurais pas eu de peau. mais voilà. En tout cas, ce serait plus sur un ultra pour des belles aventures, voilà, que pour des petites courses ou des trucs, voilà. Pour moi, c'est plus l'ultra parce que c'est une aventure. Voilà. Ouais, et puis je sais que tu as un agenda très chargé, tu t'occupes de Mathieu, et je sais que tu as beaucoup d'énergie, il faut des fois faire des choix. Et puis j'ai hâte de voir aussi un peu ce que tu peux t'exprimer sur trail. Je pense que tu as aussi des belles choses à montrer. Merci infiniment. Tu voulais rajouter quelque chose, Mathieu? Non, juste dire qu'aussi la période de récupération post-course fait partie du projet. On a tendance à toujours penser qu'il faut mettre beaucoup d'énergie à l'entraînement et pendant la course, mais il faut aussi penser à la récupération post-course et on va essayer dans les 15 prochains jours aussi de travailler fort là-dessus pour se régénérer, pour pouvoir se lancer sur de nouveaux beaux projets. Bon, bah moi j'ai hâte de voir ça, je te retiens pas plus longtemps, j'aurais adoré, voilà, mais l'actu est très chargée, c'était déjà très très cool. Merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté dans votre agenda de répondre à nos questions, et puis je pense qu'on peut les applaudir avant de passer à la rubrique actu. Merci beaucoup. À très vite. Merci. Retour au studio, j'ai le plaisir d'accueillir Manu du site One Iron, notre expert en produits, en chaussures, qui va décortiquer pour nous les paires qui ont fait sensation cette année. Manu, comment est-ce que ça va? Alors, cette année, il y a eu beaucoup de fêtes, beaucoup de soirées. On sait que toi, tu es un peu un mondain de la course à pied. Qui a vraiment mis le paquet cette année chez les équipementiers? Je ne vais pas faire un podium des équipementiers, mais il y a eu effectivement beaucoup d'activations chez les marques. Il y a eu effectivement, comme le disait Adrien, ça a été vraiment la surenchère parfois, au point qu'on a dû faire 4 soirées le même soir, donc c'était pas facile. Ouais, j'imagine, Manu. Alors, c'est vrai, tu l'as dit, hein, les marques, elles ont rivalisé les unes avec les autres pour attirer l'attention du coureur. On a eu des chalets un peu extravagants, des fêtes majestueuses, ou encore distribution de chaussures gratuites dans les rues de Chamonix. Ça, c'est assez surprenant. Pourquoi les marques comme ça, elles mettent le paquet? On a l'impression que c'est vrai que c'est un peu la compétition, quoi. Ouais, j'ai l'impression que ça, c'est devenu la place du trail et il faut exister. Et les marques, pour exister, elles mettent un fric monstrueux, hein, parce que là, il y a moi, j'ai entendu de projets à 7 chiffres, donc juste pour cette semaine à l'UTMB. Donc c'est vraiment impressionnant. Et puis c'est devenu aussi un rendez-vous des professionnels. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de distributeurs qui viennent rencontrer les marques. Ça permet de voir toutes les marques sur une semaine. Donc c'est plus facile. Écologiquement, c'est peut-être mieux que de se balader chez tous les sièges sociaux de toutes les différentes marques qui sont ça permet de à mutualiser, Montpellier, à Annecy, à Paris, en Hollande et tout. Donc il y a des
points positifs, des points négatifs, mais effectivement, c'est devenu la place du trail et tout le monde se doit d'être là et d'exister. Alors, tu as analysé pour nous un peu les chaussures du podium. Alors, évidemment, Jim, on m'a parlé, moi, d'une fameuse chaussure un peu prototype Oka avec du carbone. Je sais que j'ai parlé à certains athlètes, Ludovic Pomeray, Duncan Peria, qui sont chez Oka et qui m'ont dit, franchement, cette chaussure, elle fait sensation et c'est quelque chose. Avec quoi il a couru, Jim? Est-ce que c'était un prototype? Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur la paire qu'il avait, la paire du gagnant? Alors, c'est assez simple de trouver quel prototype c'est. Puisque moi je l'ai vu un moment après l'arrivée, il a signé des autographes sur le côté, et puis j'ai bien vu la semelle, et alors c'est la semelle d'usure. On voit très bien que c'est un modèle qui existe déjà, donc au niveau de la semelle il n'y a pas de nouveauté, les crampons sont identiques, et au modèle de série qu'on a actuellement c'est la Tecton X de chez Oka. Ce qu'on peut remarquer par contre, c'est qu'il y a une guêtre intégrée. Et si vous vous souvenez bien, cette guêtre, on en avait parlé il y a 2 ans sur un autre gagnant de l'UTMB qui est François Daen. On sait que François est très proche de Jim et j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une petite inspiration sur cette petite chose. Alors je vous rassure, cette guêtre c'est vraiment très spécifique et c'est vraiment sur ça ce sert à prototype. quoi justement, ça sert à quoi Je de mettre ce pense genre de que choses? c'est vrai que quand on est sur un environnement, c'est très poussiéreux quand même quand c'est sec comme ça a été les derniers jours. Et je pense que ça permet d'éviter qu'il y ait des poussières, etc., qui rentrent dans la chaussure. Et puis. Et ils n'ont pas plus chaud avec ça aussi? Non, je pense pas, parce que c'est quand même des matières assez respirantes et ça doit être suffisant. Et j'ai l'impression quand même que ça fonctionne parce que François avait testé il y a 2 ans. Je pense qu'il a donné le mot à Jim et puis que voilà. Mais il y aura pas, ça sortira pas en série. D'accord. Effectivement, c'est la Tecton. Mais là c'était une chaussure de série du coup, c'est une amélioration de la Tectonix et elle va sortir en version 3 prochainement. Alors, plus surprenant, on a The North Face qui place 2 athlètes sur le podium. Alors, c'est assez surprenant. C'est vrai que vis-à-vis de Salomon, vis-à-vis de marques comme On Running ou encore Adidas, là, The North Face qui place le 2e et le 3e, c'est assez spectaculaire pour une marque encore qui est, en tout cas sur le trail, sur la course à pied, qui est encore discrète. Là, ils font un gros coup cette année. Ouais, après, il faut se rappeler quand même que The North Face, ça a été le premier équipementier sponsor de l'UTMB jusqu'à, je crois, 2016-2017. Mais donc c'est une marque américaine, donc il a bien compris qu'il fallait mettre de la dynamique sur le trail. Je pense qu'aussi après il faut pas non plus voir comment c'est l'athlète qui gagne quand même. C'est pas le matériel. Sûr, évidemment. Il faut voilà. Donc après c'est des coups de poker, c'est-à-dire est-ce que j'ai choisi le bon athlète quand je l'ai sponsorisé et puis est-ce qu'il va faire des résultats. Voilà, Oka ça fait très longtemps qu'ils suivent Jim par exemple et puis ça a payé cette année quoi. Donc je pense que voilà, faut pas non plus dire que c'est la marque qui gagne. Effectivement, là, Oka était le sponsor principal de l'UTMB, donc c'est effectivement, ça fait plaisir à tout le monde. Tout le monde attendait la victoire de Jim depuis de nombreuses années. Donc voilà, on va dire que c'est le bon combo pour les organisateurs et pour le sponsor. Mais on sait qu'il y a quand même des enjeux importants sur justement sur quelle chaussure et quel équipementier va réussir à être affiché. Et voilà, c'est quand même un beau coup pour The North Face. On peut les féliciter. Alors, durant cette semaine de l'UTMB, il y avait quand même un lancement important. C'est la collection de François Daen qu'il a fait avec Salomon. On a vu d'ailleurs Mathieu Blanchard notamment courir. On a vu beaucoup de coureurs aussi courir un peu avec cette collection-là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cette gamme-là ? Alors, effectivement, Mathieu a couru entièrement, entre guillemets, avec la partie textile et la partie accessoire. Mais il a quand même gardé les fameuses Genesis de chez Salomon pour chaussures. Il n'a pas utilisé les chaussures Salomon Ultra pour courir. Et Courtenay, pareil. Donc, ils sont restés sur la Genesis. Je pense qu'effectivement, c'est une chaussure assez exigeante, plaque de carbone et les nouvelles mousses et tout ça. Et puis, comme c'est sorti très dernièrement, je pense que Mathieu avait besoin quand même de se rassurer, vu son état de forme et tout ça. Ouais, c'était un peu trop tôt pour eux. Voilà, je pense que c'était un peu trop tôt. Il n'avait pas pu complètement appréhender la chaussure. Donc, il est resté sur le modèle Genesis qui fait un carton. Et puis, les coureurs aussi bien pro qu'amateurs, il y a des retours vraiment unanimes sur la Genesis qui, vraiment, c'est une excellente chaussure. D'accord. Donc, une collection de François Daen, je crois, à retrouver d'ailleurs sur iron.fr. Voilà, c'est... Très belle collection, t'en penses quoi toi? Elle est plutôt réussie?
Ouais, plutôt réussi. D'ailleurs, tu as vu les dessins sur le t-shirt? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ces dessins? Est-ce que tu sais? C'est des monts, alors précisément, je ne saurais pas. Je l'ai entendu en plus, mais je ne l'ai pas retenu. Mais il y a une définition derrière ces dessins, c'est pas que graphique. Alors, effectivement, si tu connais bien l'histoire de François, il a une adoration pour la Pierramanta. Une Pierramanta, voilà, exactement. Et donc, effectivement, c'est le dessin des monts de la Pierramanta qui se trouve sur le t-shirt. D'accord, très réussi en tout cas. Une présence aussi très remarquée, en tout cas du côté des professionnels, c'est Nike. Alors là, démonstration, les Américains, quoi. Voilà. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que c'était assez surprenant de voir un peu cette opulence. Un peu, ils avaient réservé plein de chalets avec des voitures électriques. Il y avait des vigiles devant leur. Bon, ça dénotait un peu, moi à titre personnel, je trouve. Mais là, on voit quand même qu'il y a une ambition assez forte. Après, on appréciera ou pas la démonstration. Mais Nike a envie, clairement, de revenir sur le monde du trail, lance une très grosse gamme et met des moyens exponentiels. Est-ce que ça suffira? L'avenir nous le dira. Qu'est-ce que tu en penses? C'est alors la fameuse Ultrafly, puisque c'est le nom de la nouvelle chaussure qui est sortie. Nike s'appuie sur ses connaissances avec les nouvelles mousses et la plaque de carbone. Et en plus, pour la première fois, Nike s'associe à Vibram. Parce que c'est vrai que Nike avait été un peu critiqué parfois sur le grip de certains modèles. Donc là, je pense que pour répondre à ça et pour sortir ce modèle très haut de gamme avec plaque de carbone, ils ont dit on va prendre le grip de la meilleure société, c'est-à-dire Vibram. Donc là, pour la première fois, Nike sort une chaussure avec ce grip exceptionnel qui est fourni par Vibram. Tu as pu la tester, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'ils vont réussir à rattraper leur retard selon toi? Après, moi, je suis un grand fan de la semelle Zoom X. J'aime bien cette sensation d'amorti et puis de rebond. Donc, copié déjà par... moi, je suis assez preneur de ce genre de modèle. Ouais, tout à fait. Bon, hâte de voir en tout cas ce que ça va donner. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette édition UTMB? Et s'il y a un article en particulier que tu veux mettre en avant? Après, c'est vrai qu'on parle beaucoup des modèles des élites. Et puis finalement, les élites, ça représente très peu de monde par rapport aux 2300 personnes, par exemple, qui couraient l'UTMB, dont les derniers sont peut-être seulement en train de finir. Donc je pense que le modèle qui a été mis en avant par le sponsor principal, Oka, cette année, c'était vraiment la Stinson 7 ATR. ATR, ça veut dire All Terrain Resistance. Donc là, c'est vraiment l'ADN de Oka. C'est cette grosse semelle très amortissante, qui est super agréable en descente. On a couru avec des copains et il y en avait qui avaient cette fameuse Stinson et il y en a qui m'ont mis des belles piles en descente. Ils se reconnaissent. Ils sont très forts pour les descentes. Et vraiment, voilà. C'est vrai qu'on parle beaucoup des montées, qu'il faut être fort en montée et tout ça, mais les descentes sont assez roulantes sur l'UTMB et avoir cette chaussure très amortissante avec un bon grip, ça donne beaucoup de confiance dans les descentes. Et c'est vrai que les pros, souvent, quand ils passent de 15 km/h en descente à 20 km/h, ça fait un gros gap et ça peut faire des grosses différences à la fin sur le temps total de la course. Bien sûr, on vous proposera une sélection à retrouver sur le site de iron.fr avec les marques, les équipements qui ont fait un peu sensation cette année. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet. Merci infiniment Manu pour avoir décortiqué pour tout ça. C'est déjà le moment de se quitter. Je tiens à remercier en particulier les équipes de Iron, d'avoir nous avoir rendu cette émission possible. Merci également aux équipes de Sunday Night Productions qui se sont bien démenées pendant toute cette semaine et Dieu sait que ça a été extrêmement intensif. Merci aussi aux équipes de l'UTMB de nous avoir accueillis, nous avoir facilité le suivi de course. Et comme on est en lancement merci également à Shuka de nous avoir permis de pouvoir enregistrer ici dans un espace où on sait que le mètre carré il est très prisé dans Chamonix. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes. On y boit du très très bon café. Et je tiens à dédier le lancement de cette saison 6 bien sûr à Manu parce que on sait que l'année dernière il avait été présent et donc on pensait évidemment très très fort à lui et on tenait à lui dédier toute la saison 6 qui arrive en espérant qu'avec les Jeux Olympiques on ait de beaux événements parce que je pense qu'il aurait été fier de tout ce qu'on a fait, tout ce que vous avez fait. C'était une très très belle édition et vous n'avez pas mérité. C'était un plaisir aussi de s'associer avec les équipes de Iron. Merci beaucoup, que cette saison 6 commence et que la saison 2023-2024 démarre. J'ai hâte d'y être. À très vite. À bientôt.